Ayad Nachour, bienvenue à Radio M. Vous êtes professeur de droit, membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, mais surtout, ce qui nous intéresse, vous avez été de février à novembre 2011 président de la haute instance de protection des objectifs de la Révolution. Enfin, c'est un titre très long. Plus communément à l'époque, on l'appelait l'instance Benachour. Alors, pour rappel, cette instance a servi de parlement de substitution et d'assemblée délibérative pour la mise en place des mécanismes juridiques, politiques et institutionnels nécessaires à la transition démocratique vers l'édification d'une deuxième république réellement démocratique. Alors, rappelez-nous un peu le contexte de sa mise en place et je rappelle ici votre ouvrage Tunisie, une révolution en pays d'islam, où il y a beaucoup de détails sur cette période, mais vous allez nous rappeler ici le contexte de sa mise en place et avec le recul, cette instance a-t-elle été vraiment utile? Bien, d'abord merci pour l'initiative que vous avez prise en vue d'organiser cet entretien. Alors d'abord le contexte. Le contexte, c'est très simple, il fallait bricoler quelque chose. Nous étions devant un vide, après le départ de Ben Ali, la fin de la dictature, l'arrêt du travail des deux assemblées, et celui du Conseil économique et social également. Il fallait bien faire quelque chose pour répondre aux vœux de la révolution et de ce qu'elle a apporté. D'abord, il fallait répondre par une révision de la Constitution, une révision des lois anciennes qui organisaient la vie publique, la vie des partis politiques, la vie des associations, partis, etc. Mais il fallait le faire d'une manière très urgente et devant un vide qui pouvait être très dangereux pour le pays. Donc on a été obligé de bricoler cette institution qui s'appelle la haute instance de la Révolution. Je rappelle d'abord que cette instance a été précédée de la commission de réforme politique, parce que dans un premier temps, nous pensions qu'il suffirait de modifier la Constitution, et on a commencé d'ailleurs à travailler dans ce sens, à réviser les lois sur la vie publique, notamment la loi électorale, et préparer des élections soit présidentielles, soit législatives. C'est là le premier mouvement. Mais ensuite, il y a eu une telle pression de la rue, la demande d'élire une assemblée constituante nouvelle qui nous donnerait une nouvelle constitution est devenue tellement contraignante qu'on n'a pas pu ne pas répondre à cette demande qui était devenue une demande collective extrêmement pressante. C'est à ce moment-là qu'on a créé la haute instance qui s'appelle la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Et ces trois choses ont été mises exprès dans le titre parce que chacune d'elles correspond à une fonction déterminée de la haute instance. Il fallait répondre aux objectifs de la révolution, il fallait pour cela faire les réformes politiques nécessaires, et il fallait pour cela avoir une période qu'on appelle la transition, c'est-à-dire au moins une première période de transition. Et c'est dans ce contexte donc que la haute instance a été créée. C'était pour répondre à une demande socio-politique extrêmement pressante. Alors, ça c'est le contexte. Maintenant, a-t-elle réussi? Avant peut-être, quelle était la composition de l'instance? Comment vous avez composé cette instance? En un mot, oui, en un mot. L'instance a été composée d'un commun accord entre le Premier ministre à l'époque, enfin plutôt le ministre qui était chargé de cette affaire des élections et de la haute instance, avec une consultation des partis politiques de l'opposition, des personnalités
nationale, de l'UGTT, etc. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et les membres de l'instance qui étaient à peu près au nombre de 160, théoriquement, on n'a jamais atteint le chiffre de 160, mais théoriquement c'était un chiffre de 160 après la révision de la composition de l'instance, ils ont été choisis quasiment tous dans les rangs de l'opposition à la dictature. Et donc s'il y a eu dans ce pays, après la Révolution, une instance qui représente, ou une institution qui représente vraiment la Révolution, c'était celle-ci, parce qu'elle a réuni toutes les forces de l'opposition et les personnalités politiques indépendantes, ou des personnalités politiques qui se sont marquées par leur opposition à l'Ancien Régime. Donc il n'y avait aucun membre de l'Ancien Régime non, jamais. Dans l'instance. Jamais. L'instance a été l'origine justement de ce fameux article 15 du décret-loi sur les élections, qui a exclu tous ceux qui ont participé à l'Ancien Régime, que ce soit les ministres, que ce soit des responsables nationaux ou régionaux du parti unique, du RCD, ou quasiment unique, du RCD, ou que ce soit les chefs de cabinet, etc. Enfin, tous ceux qui ont eu des responsabilités particulières dans l'Ancien Régime. Ça, ce fut l'effet de l'article 15, qui n'a pas été accepté de gaieté de cœur par certains. Notamment, je me souviens que Si Béchir Haït Sebsi, qui était Premier ministre, après la démission de Si Mohamed Rannouchi le 27 février 2011, n'a pas accepté la chose de gaieté de cœur. Je n'ai pas eu de problème, vraiment de problème avec Si Fouad Mbaza, qui était le président de la République provisoire, mais nous avons eu des difficultés avec le Premier ministre et on a fini par avoir une solution de compromis avec l'acceptation de cet article 15 qui a exclu les responsables de l'Ancien Régime des élections à l'Assemblée constituante. Bon, mais, encore une fois, cette mesure ne devait être destinée qu'à l'Assemblée constituante. C'est comme le système électoral lui-même. Le système électoral que nous avions inventé à l'époque n'était pas du tout un système électoral idoine pour une assemblée législative. On l'a élaboré spécifiquement pour l'Assemblée constituante pour que, précisément, cette Assemblée constituante qui devait faire et adopter une constitution nouvelle ne soit pas dominée par un seul parti politique. Or, cette logique, ne pas être dominée par un seul parti politique, ce n'est pas la logique d'une assemblée parlementaire, au contraire. C'est tout à fait la logique inverse, parce qu'un gouvernement, dans un régime parlementaire, pour pouvoir gouverner, doit avoir une majorité parlementaire. Et donc la faute, ça a été de reconduire le système électoral qui a été adopté par la haute instance pour les élections à l'Assemblée parlementaire. Je crois que ça, c'est la faute initiale. Bien, on pourra peut-être y revenir après, mais pour l'époque, donc pour 2011, pour préparer cette période de transition et l'Assemblée constituante, donc je vous dis, est-ce que l'instance Ben Achour, cette haute instance, a été réellement utile? En quoi est-ce qu'elle a été utile? D'abord, il ne faut plus l'appeler, il faut cesser de l'appeler l'instance Ben Achour, parce que si vous connaissiez les membres de l'instance un par un, vous verrez, je l'ai dit il n'y a pas longtemps avec l'un de vos collègues journalistes, la haute instance n'était pas une école, n'est-ce pas? Ce n'était pas une école primaire dans laquelle il y avait un maître et des enfants de chœur. C'était autre chose. Nous avions affaire à des personnalités historiques dans notre pays. Je prends l'exemple de l'avocat qui a été assassiné, Chokri Belrhit, qui était membre de l'instance et qui a fait de très beaux discours à l'instance. Les gens de la NARD étaient représentés, le Congrès de la République était également représenté, le PDP, etc. Et puis les personnalités nationales étaient toutes ou bien totalement indépendantes de l'Ancien Régime, sinon réellement opposées à l'Ancien Régime. Et puis toutes les associations, alors il y avait également toutes les associations opposées à l'Ancien Régime. Par conséquent, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas, l'instance Ben Achour. Ben Achour n'était pas un maître d'école. Nous avions là une instance très difficile à gérer et qui était composée de gens
qui ont connu la prison, qui ont connu les privations, qui étaient des hommes et des femmes politiques de très haut gabarit. Et donc, voilà, l'instance est une instance de qualité. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de querelles, etc. Mais nous n'avons jamais atteint le niveau qui est atteint aujourd'hui, ou la violence, par exemple, que nous voyons aujourd'hui à l'Assemblée des représentants du peuple. Jamais ça n'a eu lieu. Donc, alors pour son utilité, finalement, alors l'utilité, très rapidement, sans l'instance, sans le travail de l'instance et les 6 lois de la libération qu'elle a adoptées, c'est-à-dire la loi sur la presse écrite, la loi sur les médias, la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, le code, la loi électorale et la loi sur l'instance électorale indépendante qu'a présidée par la suite Sikamel Jandoubi, on n'aurait rien eu, on aurait eu le néant. C'est grâce au travail qui a été fait par l'instance que l'Assemblée constituante a pu être élue, instituée, et puis toute la suite du processus. Je voudrais profiter de cet entretien pour ajouter une chose, c'est que lorsqu'il y a eu la crise de l'instance par suite de l'ajournement de la date des élections, on a eu une très forte crise à ce moment-là. Il y a des partis politiques très importants qui se sont retirés de l'instance, donc l'instance a connu une véritable crise. Nous avons élaboré un document qui est le document qui s'appelle Document sur la transition, je crois, le processus de transition, qui a été signé le 15 septembre 2011 et qui a permis à l'Assemblée constituante d'être élue. C'est grâce à ce modus vivendi qui a été signé par les partis politiques, la plupart des partis politiques siégeant à l'instance, qu'on a pu organiser les élections du 23 octobre 2011. Donc, pour répondre en un mot à votre question, si le travail de l'instance n'avait pas eu lieu, rien n'aurait eu lieu. Il n'y aurait pas eu d'assemblée constituante, ni d'instance électorale indépendante, ni d'élection, etc. Voilà, c'est en quelques mois, n'est-ce pas, en 6 mois, l'instance a fait un travail colossal pour rendre les étapes de la transition, les étapes postérieures de la transition possibles, notamment l'élection de l'Assemblée constituante. Alors très bien, vous l'avez dit tout à l'heure, 10 ans après, il y a encore certaines institutions qui fonctionnent selon les lois que l'instance avait élaborées. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi électorale, c'est le même mode de scrutin qui est encore en vigueur. Et on peut parler aussi de la loi sur l'audiovisuel, le fameux le décret-loi 115 qui régit le secteur de l'audiovisuel et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Oui, de même que le décret-loi sur les partis politiques, le décret-loi sur les associations. Donc tout le travail qu'a fait l'ISI a été reproduit par la suite. Il ne le fallait pas, justement. Il ne le fallait pas, et surtout en matière de loi électorale. Ouais. Mais ce que je voulais dire pour l'importance de cette instance, c'est qu'aujourd'hui encore, les lois, 5 des 6 lois votées par l'instance sont encore en vigueur aujourd'hui. Sont encore en vigueur parce qu'elles sont encore en vigueur et le peuple y tient. Parce que ce sont les lois de la libération, ce sont des lois antidictatoriales. Nous avons un code, si vous voulez, nous avons une loi sur la presse qui est une loi de liberté, une loi sur les partis politiques qui est une loi de liberté, et ainsi de suite. C'est vrai que ce n'est pas parfait, et aujourd'hui nous avons des membres de l'instance, des membres du conseil des experts qui accompagnaient l'instance, qui reconnaissent qu'il y a des failles dans certaines lois, que ce soit les lois sur les associations, les partis politiques, etc. Donc ce qu'il faut, c'est, si vous voulez, apporter quelques retouches à ces lois pour les adapter à l'évolution politique de la Tunisie, sans les remettre en cause. Parce que si on les remettait fondamentalement en cause, nous retomberions de nouveau dans un système autoritaire. Regarde Ben Achour, tous les observateurs s'accordent à dire que l'euphorie des premières années de la Révolution a cédé aujourd'hui la place au désenchantement, voire même à une certaine nostalgie de l'Ancien Régime. Personne ne nie les avancées en matière de liberté, hein, certes.
En revanche, la gestion des affaires du pays par 10 gouvernements successifs a été catastrophique. Sans entrer dans le détail, nous dirons que le mieux-être promis par la Révolution n'est pas au rendez-vous au moment où nous fêtons son 10e anniversaire. La question se pose donc, la Tunisie a-t-elle véritablement connu une révolution ? Alors, je n'ai pas cessé de répondre durant toutes les dernières années à la même question. C'est une question lancinante qui revient et à laquelle il faut chaque fois répondre et reprendre les réponses une à une et répéter, parce que quand une idée s'incruste dans l'opinion publique, c'est terrible la force d'inertie qu'elle peut avoir et la force de ne pas changer. Alors, d'abord, quand vous me dites que la révolution, 10 années après, s'est soldée par une frustration, par des déceptions, etc., qui font dire à chacun que l'ancien régime était meilleur, là, il y a une double erreur. La première, c'est que les gens ne connaissent pas assez l'histoire des révolutions. Et la deuxième erreur, donc la première erreur, c'est que les gens n'ont pas assez connaissance du phénomène révolutionnaire pour pouvoir apprécier. Et la deuxième erreur, c'est que les effets, les événements qui suivent une révolution ne doivent pas être imputés à la révolution directement. Alors je prends la première erreur, celle qui consiste à dire oui, la révolution a échoué, l'ancien régime était meilleur, nous n'avons rien fait, la révolution est enterrée, on ne parle plus de révolution, etc. etc. D'abord, ça, ce n'est pas vrai, parce que si aujourd'hui les gens sortent encore dans la rue et font des manifestations pour revendiquer leurs droits, c'est au nom de la révolution. Par conséquent, l'idée de révolution et son message restent toujours vivants, restent toujours vivaces, et constituent l'arrière-fond de toutes les demandes des mouvements sociaux. La deuxième chose est la suivante. Je vous ai dit que les gens ne connaissent pas assez l'histoire des révolutions pour avoir assez de discernement sur cette question-là. J'ai un collègue américain qui vient de recevoir cet article qui a été publié dans le livre collectif de Leaders, qui s'appelle La Révolution, un rappel de mémoire. Ce collègue américain qui s'appelle Jack Goldstone, qui a écrit de très beaux livres sur les révolutions, et notamment un livre assez court et d'une lecture très facile et très pédagogique qui s'appelle A Short History of Revolutions. Après avoir reçu cet article, il m'a écrit hier, j'ai reçu son mail, dans lequel il me dit qu'il était d'accord avec mon analyse et qu'il a fait une étude que je ne connaissais pas personnellement. D'ailleurs, je lui ai écrit pour lui demander d'avoir la gentillesse de me l'envoyer. Dans laquelle, alors une étude sur un ensemble de révolutions, n'est-ce pas ? Lui, c'est un connaisseur de toutes les révolutions dans le monde. Il a plongé dans les révolutions d'Amérique latine, d'Europe, de Chine, d'Asie, d'Afrique, etc. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, d'après cette étude, la moyenne, après une révolution, la moyenne de temps qu'il faut pour rétablir la stabilité d'un régime est de 20 ans. La moyenne. C'est une étude scientifique, n'est-ce pas, qui est bâtie sur des statistiques et sur l'analyse événementielle et profonde des révolutions. Quand on dit 20 ans, encore une fois, c'est une moyenne. Autrement dit, toute révolution est suivie par un chaos. Et il ne faut pas s'étonner. Une révolution, je le dis souvent, est un traumatisme social. Ce n'est pas le paradis terrestre. Ce n'est ni l'enfer ni le paradis. C'est un traumatisme, c'est un tremblement de terre dans l'histoire des nations. Et par conséquent, il est tout à fait normal qu'elle produise un dérèglement de toute la vie sociale, de toute la vie politique, économique. C'est ce que nous voyons aujourd'hui en Tunisie. Les institutions ne marchent pas, ou marchent qu'un cas. L'économie est en détresse, les finances publiques sont également en détresse, les gouvernements successifs changent, et donc nous avons une instabilité gouvernementale, nous avons des contradictions dans nos institutions, entre le président du Parlement, le chef du gouvernement, le chef de l'État, etc. Il y a une confusion des rôles, etc., etc. Donc la crise est réelle et elle est multidimensionnelle. Mais toute révolution est ainsi.
il n'y a pas de révolution qui aboutisse immédiatement à l'instauration d'un régime stable, de la prospérité, de la croissance économique, etc. etc. Et donc, d'après cette étude de Jack Goldstone, il y a une moyenne de temps de 20 ans. Mais ces 20 ans, c'est une moyenne, donc ça peut se prolonger 30 ans, 40 ans, etc. Dans laquelle nous assistons à un déséquilibre social, à un dérèglement généralisé de la société, les choses ne reprenant leur place qu'après une période de 20 ans. Or, nous, ça fait 10 ans, une période de moyenne de 20 ans. Ça fait 10 ans que nous avons vécu la Révolution. Nous sommes à moitié du chemin si nous considérons cette moyenne. Donc, si vous voulez mon avis, tout en étant sûr que nous n'irons pas, disons, jusqu'au maximum de temps, je pense que nous avons encore des années difficiles à vivre. Vous affirmez que les échecs n'ont pas de lien direct avec la Révolution. Vous dites même que les acquis de la Révolution sont menacés par ceux-là même qui parlent en son nom dans le cercle des autorités de l'État. La Révolution est toujours là pour plusieurs raisons. D'abord, nous le voyons quotidiennement, à toutes les informations, à toutes les heures, que les revendications de dignité, d'égalité des droits, de justice sociale, de liberté, se font toutes encore aujourd'hui au nom de la Révolution. Et il y a certaines personnes qui parlent de faire une deuxième révolution parce que la première n'a pas apporté ses fruits. Par conséquent, la présence de la Révolution se manifeste sous ce jour-là, par sa présence dans les esprits, par justement cette frustration. Loin de constituer un signe d'échec de la Révolution, au contraire, pour moi, elle constitue un signe de succès relatif. Pourquoi ? Parce que justement, si les gens sont frustrés, c'est qu'ils s'attendent à la réalisation d'une promesse qui n'a pas été réalisée. Or, la réalisation de cette promesse, qu'est-ce que c'est que cela, la réalisation de cette promesse ? Quelle promesse ? C'est la promesse qu'a apportée la Révolution. Par conséquent, tous, aujourd'hui, tous les acteurs politiques, tous les mouvements sociaux, toutes les associations ont toujours dans l'esprit la Révolution comme repère, la Révolution comme référence. Même les juristes, actuellement, je viens de lire un excellent travail de juristes sur les lois qui ont été faites depuis la Révolution, et une synthèse de cette loi. Eh bien, le juriste qui a rédigé cette loi, qui est Sidi Fashishi, d'ailleurs je le dis très franchement, ce n'est pas la peine de cacher son nom, eh bien montre que même au niveau du droit, la déception existe. Mais si elle existe, c'est parce qu'on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond. Il y a donc une déception qui est en plus aggravée par le populisme aujourd'hui, mais cette frustration peut être interprétée non pas comme le signe d'un échec, mais comme le signe d'un succès. Par ailleurs, il faut en parler. Est-ce que l'échec de la Révolution est aussi patent qu'on le dit ? C'est vrai que la vie économique et sociale ne va pas bon train, c'est vrai que nous avons des déficits à plusieurs niveaux. Mais est-ce que nous devons vraiment nous plaindre à ce point des institutions politiques que nous avons mises sur place ? Alors on me dit, regardez, on se bat à l'Assemblée, il y a des excès, il y a des violences, il y a même du sang, et donc c'est la crise politique. Mais moi je réponds que la crise politique est l'essence même de la démocratie. Parce que nous avons deux voies, n'est-ce pas ? Ou bien la voie de la dictature, et c'est la voie du cimetière, c'est-à-dire la mort pour tout le monde, c'est vrai, la stabilité, les morts ne bougent pas de toute manière, les morts ne bougent pas. Donc ils sont tranquilles. Eh bien, c'est la situation des vivants en dictature. Ce sont des morts profonds qui ont l'apparence de vivants. Ou bien, la deuxième voie, c'est la voie de la démocratie, mais il faut l'accepter avec ses aléas, ses excès, ses faiblesses, etc., etc. Et moi, si j'avais à choisir entre la voie chaotique de la démocratie avec ses faiblesses ou de la dictature, je n'hésite pas, je choisis la voie de la démocratie avec ses faiblesses plutôt que la voie de la dictature.
Donc, pour reprendre cette idée, je dirais que est-ce que l'échec est tellement patent? Quand on compare la situation de l'Assemblée des représentants du peuple et ce qui s'est passé au Capitole il y a quelques jours aux États-Unis, je crois que ces excès sont comparables, n'est-ce pas, sont similaires. Par conséquent, je dis que toute démocratie est une crise permanente. C'est une crise politique permanente, bien sûr avec des plus et des moins, avec des moments forts et des moments moins forts de tension, mais c'est toujours la tension et la crise en démocratie. Il faut accepter la démocratie ainsi. Et donc voilà, nous avons le choix entre la vie dictatoriale des cimetières ou la vie démocratique de l'agitation et de la tension. Et moi, je n'hésite pas, je choisis la vie de... Ceci étant, nous n'avons pas réussi uniquement la liberté d'expression, parce que beaucoup de gens disent, oui, ça va, on a la liberté, mais pas seulement la liberté d'expression, nous avons un système institutionnel qui n'est pas brillant, mais qui existe. Nous avons la liberté des partis politiques, nous avons l'organisation d'élections sincères et démocratiques. Par conséquent, nous avons du régime démocratique, pas uniquement la liberté d'expression, mais globalement, nous avons mis sur pied un régime démocratique. Il ne faut pas s'en défaire parce qu'on le regrettera amèrement. Quand les gens qui disent la dictature était meilleure, ce sont des gens qui sont soit des naïfs, soit des gens qui n'ont pas vécu les véritables malheurs du régime dictatorial. N'est-ce pas? Il faut poser cette question à tous ceux qui ont été torturés, qui ont été qui ont subi des souffrances énormes eux-mêmes et dans leur famille et dans leurs proches, etc., pour pouvoir juger la dictature et avoir l'audace de dire que la dictature était meilleure. Alors, vous affirmez justement que les échecs n'ont pas de lien direct avec la Révolution, et vous dites même que les acquis de la Révolution sont menacés par ceux-là même qui parlent en son nom dans le cercle des autorités de l'État. Est-ce que vous faites référence ici au populisme montant? Et précisez-nous un petit peu votre pensée. Ça fait partie de la crise. La montée par la voie électorale de ce populisme dont vous parlez, qui se manifeste, disons, d'une manière prioritaire dans l'élection présidentielle. Mais pas uniquement, elle se manifeste également dans les élections législatives. Mais on peut concentrer l'analyse sur les élections présidentielles. Je dis que, bon, ces anomalies démocratiques font partie du système démocratique. Et c'est là la faiblesse du régime démocratique. C'est que le régime démocratique étant un régime ouvert, il ouvre la voie à ses ennemis. Et je rappelle que les fascismes en Europe, le national-socialisme en Europe, sont arrivés au pouvoir démocratiquement. Et c'est ça la grande faiblesse du régime démocratique, c'est que les ennemis de la démocratie, même si dans un premier temps ils se disent être les amis de la démocratie, vont prendre le pouvoir grâce aux élections démocratiques, et puis une fois qu'ils sont installés au pouvoir, vont modifier complètement les normes du régime démocratique et les remplacer par autre chose. Ça peut aboutir à la dictature. Par conséquent, quand je dis que quand je parle d'anomalie démocratique, je fais référence à cette anomalie électorale qui fait qu'un système électoral en régime démocratique peut donner des résultats contraires aux exigences démocratiques et peut même aboutir à la mort de la démocratie. C'est à peu près ce que nous sommes en train de vivre, mais à petite échelle, en Tunisie, puisque là nous voyons des tas d'idées être développées par les responsables politiques au plus haut niveau de l'État, notamment par le président de la République, qui n'ont rien à voir avec la révolution, qui n'ont même rien à voir avec le mouvement réformiste tunisien. Ce qui me mérite dans cette situation, c'est qu'au lieu de poursuivre le mouvement réformiste qui a été entamé par des Itoniens d'ailleurs, par des hommes de religion, par des gens comme Selim Bouhaj, Mohamed Salah
Ben Marad, Cheikh Tahir Ben Achour, Cheikh El-Fadl Ben Achour, etc., au lieu de poursuivre leurs avancées, bien sûr, eux, par exemple, ne sont jamais allés jusqu'à revendiquer l'égalité successorale entre les hommes et la femme. Ils restent quand même à l'intérieur d'une pensée, la pensée classique, la pensée juridique, théologique, islamique. Mais justement, ils nous ont ouvert la voie. Par conséquent, les générations qui sont venues d'après doivent exploiter cette ouverture pour aller plus loin. Or, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Le discours officiel, c'est au contraire de dire des aberrations, parce que je considère cela comme des aberrations, comme par exemple de prétendre que l'inégalité successorale entre l'homme et la femme fait l'objet d'un texte clair et qui ne soulève aucune contestation et qui ne peut pas prêter à interprétation. Ce qui est faux. Il n'y a pas de texte clair. Tout le problème des textes est toujours un problème d'interprétation. Et de telles attitudes vont contre notre tunisianité et contre ce que nos ancêtres ont travaillé pour leur pays, pour ouvrir les voies de plus en plus grandes, les portes de plus en plus grandes, à des réformes de plus en plus radicales dans le sens du progrès, de l'égalité, etc. Et je pense que la question de l'égalité homme-femme est l'une des questions fondamentales du régime démocratique. On ne peut pas envisager un régime démocratique si l'égalité entre hommes et femmes n'est pas établie, et globalement établie, pas partiellement établie. Donc, vous pensez qu'actuellement, de ce point de vue, il y a une régression, c'est-à-dire entre les valeurs portées par la Révolution, valeurs d'égalité, de liberté, etc. Vous pensez que le populisme montant aujourd'hui a mis en avant non seulement des discours, mais des pratiques politiques plutôt rétrogrades, plutôt de droite. Oui, plutôt. Moi, j'aime pas, vous savez, quand j'analyse nos sociétés, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, etc., je n'aime pas beaucoup cette terminologie de droite-gauche. C'est autre chose, parce que la droite et la gauche, c'est quelque chose qui remonte à la Révolution française et qui est très spécifique au contexte européen. Bon, disons, même si on n'est pas en régression réelle, nous sommes au point fixe, nous n'avançons pas. Moi, ce que je réclame, c'est que la révolution est une avancée. Par conséquent, il faut continuer à avancer. Et l'argument qui consiste à dire le peuple ne comprend pas cette avancée-là ne m'arrête pas du tout. Le peuple a besoin qu'on lui explique les choses, qu'on lui explique la situation, qu'on lui explique le nouveau rôle de la femme dans la société. Moi, je crois qu'une femme juge, une femme avocate, une femme ministre, une femme, j'espère un jour présidente de la République, ne peut pas avoir des droits moindres que ceux de l'homme au niveau de la famille, de la tutelle sur ses enfants, de la succession, etc., etc. Par conséquent, l'esprit moderne doit être remis en force, doit être remis, si vous voulez, doit être repris pour avancer encore plus fort et non pas pour adopter une attitude qui ne nous fait pas avancer, qui est une attitude fixiste, un point mort. Riyad Ben Achour, vous pensez que la société tunisienne, après la Révolution, est dans une situation qui appelle des actions correctives urgentes qui doivent s'inspirer des principes tracés par la Révolution elle-même. Si vous deviez proposer un plan de sortie de crise, quel serait-il? Vous savez, je ne peux pas apporter quelque chose de plus par rapport à tout ce qui a été dit par des experts en sciences économiques, en sciences financières, en sociologie, en histoire, etc., etc. Il faut réformer. Qu'est-ce que cela veut dire réformer? Cela veut dire rationaliser. Rationaliser la gestion de l'État, adopter une structure de gouvernance qui soit plus efficace, plus adaptée et plus efficace. Peut-être qu'il y a des réformes de toutes sortes à réaliser dans le domaine financier, dans le domaine fiscal, dans le domaine économique. Ça, je ne suis pas assez expert pour me prononcer sur ce point. Les seules questions sur lesquelles je peux me prononcer, ce sont les réformes politiques, les réformes constitutionnelles. Là aussi, il y a beaucoup à faire.
nous avons inventé un système qui est un système hybride, qui n'est pas un système clair. Autant la constitution tunisienne est remarquable par les principes qu'elle a adoptés, les libertés qu'elle consacre, autant c'est une constitution extrêmement faible au niveau du fonctionnement des rouages de l'État. Là, je n'ai pas... On n'a pas besoin de donner trop de détails sur cette question. Je veux dire tout simplement que sur le plan du fonctionnement de l'État, nous avons mis sur pied un système intenable, ingouvernable. Et on le voit aujourd'hui dans les difficultés qu'on a à gérer les rapports entre l'Assemblée et le gouvernement, entre le chef du gouvernement et le président de la République, entre le président de la République et le président de l'Assemblée, dans la constitution des coalitions partisanes au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, etc. Par conséquent, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, quand vous me dites sortie de crise, moi, je peux proposer une solution de sortie de crise sur laquelle, d'ailleurs, beaucoup de juristes sont d'accord, en ce qui concerne les réformes politiques et constitutionnelles, ou peut-être même administratives. Sur les autres plans de l'économie, des finances, de la fiscalité, etc., nous avons assez de spécialistes tunisiens qui pourraient nous aider. Alors, comment va se réaliser tout ça? C'est pour ça que, pour répondre à cette question, personnellement, j'adhère à la proposition du GTT d'appeler à un dialogue national. J'y crois, pourquoi? Parce que d'abord, nous avons réussi quand même, dans une période de crise qui n'était pas, qui était aussi grave que celle que nous vivons aujourd'hui, en 2013. Nous avons réussi, grâce au dialogue initié par le GTT, nous avons réussi à remonter la pente, si vous voulez. Bon. Par conséquent, le mécanisme en lui-même est excellent parce que il va permettre aux différents acteurs sociaux de se mettre d'accord sur les solutions possibles et imaginables. Secteur par secteur. Le secteur politique, le secteur constitutionnel, le secteur électoral, et puis après le secteur économique, social. D'ailleurs, ce qu'il faut noter dans la proposition du GTT, c'est qu'elle met, donc plutôt qu'elle donne la priorité aux questions sociales. Donc ça va être surtout un dialogue national socio-économique, essentiellement, prioritairement. Bon, maintenant, voilà, donc je pense que l'idée est bonne, le principe est excellent. Personnellement, je l'ai déjà dit, j'aurais deux petites retouches à proposer à l'UGTT pour reprendre sa copie. D'abord, c'est de préciser les choses, parce que pour l'instant, nous sommes encore dans le flou. Par exemple, cette proposition de participation de la jeunesse. Bon, c'est facile à dire, c'est facile à écrire sur le papier, mais comment réaliser cette demande concrètement? Moi, j'ai connu ce problème lorsque nous travaillons au début des réunions de la haute instance. Nous avons connu ce problème et nous avons, pour cela, fait face à d'énormes difficultés. Donc, comment organiser les choses? Il faut être plus concret dans cette proposition. La deuxième chose, c'est qu'il faut accélérer le processus parce que nous sommes dans une situation d'urgence politique et on ne peut pas trop attendre. Et enfin, je pense que le parrainage du président de la République sur ce dialogue national n'est pas tout à fait, à mon avis, à mon humble avis, n'est pas tout à fait convenable et qu'il faudrait chercher une autre solution. Bien, alors peut-être qu'on ne va pas entrer dans le détail de ce mécanisme de dialogue. Juste, cela soulève deux questions, et surtout pour nos auditeurs, pour mieux comprendre. Donc, l'UGTT, je le rappelle, c'est l'Union Générale Tunisienne du Travail, c'est la centrale syndicale qui est extrêmement puissante en Tunisie et qui a un rôle central. Et d'ailleurs, c'est une des spécificités de la tunisienne et de la révolution tunisienne, où le syndicat ouvrier, le syndicat de travailleurs, a un rôle central. Et le dialogue de 2013, c'est à la sortie de la crise politique, cette fois pas sociale, a été drivé, a été guidé par le syndicat. Donc ça, est-ce que ce rôle central, très rapidement, du syndicat, est-ce que ça ne donne pas à la révolution tunisienne peut-être une chance supplémentaire
de réussir. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. L'initiative en elle-même peut être très porteuse. Donc le principe, il faut le retenir. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le problème de l'organisation du dialogue et le problème de l'autorité qui va le parrainer. Il faut que ce soit une autorité qui rassemble, une autorité qui ait assez de prestige pour jouer le rôle de... et qui se situe au-dessus des partis, au-dessus des idées polémiques. Mais pourquoi vous pensez que le président de la République ne peut pas faire l'affaire? Pourquoi? Parce que c'est une personne clivante, ce n'est pas une personne qui est capable de rassembler. Il a des positions rigides, et des pratiques, et des gestes rigides. Et je ne pense pas que ce soit la personne qui convient à ce type de dialogue où il faut être un excellent tacticien politique et savoir être consensuel. Être consensuel, justement par cette capacité de diplomatie politique qu'il faut à un chef d'État pour réunir des groupes qui sont totalement divisés sur les grandes questions. Là, il faut avoir beaucoup d'expérience, il faut avoir beaucoup de tact, il faut avoir l'esprit de nuance surtout, il faut avoir l'esprit de nuance. Vous pensez que le président de la République... Il faut avoir l'esprit de finesse, vous voyez, l'esprit de nuance et de finesse. Vous pensez qu'il n'a pas d'expérience politique? Non. Rappelez, quel est son itinéraire politique avant la Révolution? Avant la Révolution, rien. Avant la Révolution, c'est une personne qui a toujours refusé de prendre position contre la dictature, ne serait-ce que par des actes minimums de signature de pétitions, de choses comme ça, qui circulaient tout le temps à l'université. Donc, je pense que c'est une personne qui... Je suis désolé de le dire, n'est-ce pas, c'est un collègue, mais j'ai beaucoup d'affection pour le collègue, mais maintenant, le collègue est devenu une personnalité politique. Donc, en politique, nous ne pouvons pas, si vous voulez, jouer au sentimentalisme. Malgré tout, c'est devenu un homme politique et il faut dire les choses par leur nom, il faut mettre les points sur les i. Donc il n'a pas d'expérience politique et son expérience politique sous la dictature a été extrêmement, je ne dirais pas une attitude de collaboration, mais en tout cas une attitude de passivité, malgré des demandes pressantes. Je me souviens qu'à l'université, par exemple, nous avions quelques collègues qui étaient tout le temps en train de rechercher des appuis. La grève de la faim en 2005, pétition, nous avons signé une très grande pétition quand c'était vers les années 95, je crois, contre le régime, qui a été signée par de grands universitaires. Et puis il y a les pétitions qui circulaient tout le temps à l'université, qui nécessitaient, qui exigeaient des prises de position, qui malheureusement n'ont pas été prises. Donc bon, disons, n'ouvrons pas ce dossier, mais disons tout simplement que pour diriger le dialogue national, il faut avoir une élasticité de l'esprit, l'esprit de finesse, l'esprit de compromis, non pas de compromission, l'esprit de compromis, et puis il faut avoir une aptitude à la diplomatie politique, un sens de la tactique en matière politique assez poussé. Alors, nous espérons, en tout cas, nous souhaitons que ce dialogue puisse d'abord se tenir et qu'il réussisse. Alors, pour finir à présent, j'aimerais vous poser une question sur l'impact régional de la Révolution. Dans l'ensemble du débat sur la révolution tunisienne et sa portée, trop peu de place, il me semble, est accordée à la dimension régionale, au plan arabe et surtout, pour ce qui nous concerne, maghrébin. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez, Ayad Nachoul? La dimension régionale. D'abord, il faut noter que le mouvement révolutionnaire a traversé le Maghreb d'une manière pratiquement qui n'a pas connu d'exception. C'est-à-dire que tous les pays ont été touchés.
les événements de 2011 en Tunisie se sont répercutés au Maroc, en Libye. L'Algérie a rejoint, d'abord il y a eu des mouvements en Algérie à l'époque, en 2011, mais l'Algérie a rejoint avec force plus tard, je vais reprendre cette question sur l'Algérie. Par conséquent, il y a un élément commun qui aurait pu nous inciter à nous rassembler. C'est justement la présence de l'idée révolutionnaire démocratique au Maghreb. Bon. Malheureusement, à côté de cela, nous avons les intérêts des différents États, qui ne vont pas du tout ensemble. La relation entre l'Algérie et le Maroc s'est toujours caractérisée par une certaine tension. La Tunisie essaye d'avoir des relations privilégiées avec l'Algérie, qui est son voisin immédiat, et puis qui a avec la Tunisie des relations historiques extrêmement denses. N'oublions pas que les Tunisiens, le territoire tunisien a servi de tremplin à la révolution algérienne de l'indépendance. Ça, les Algériens ne peuvent pas l'oublier, et les Tunisiens ne peuvent pas l'oublier non plus. Mais malgré tout, nous avons le problème de l'égoïté de chaque État, l'individualisme de chaque État travaillant dans une direction qui ne va pas avec les intérêts des autres États. Par conséquent, l'idée du Maghreb est difficile à cause de cela, à cause des divergences d'intérêts entre les différents États. Mais moi je pense que le flux révolutionnaire va continuer à agiter nos pays. L'Algérie, au cours de l'année 2019, a donné les signes d'une révolte, mais d'une révolution, puisqu'elle a abouti à la chute d'un régime. Donc, elle a à la chute d'un président. La chute d'un président. Oui, c'est vrai. Peut-être pas la chute d'un régime, mais au moins la chute d'un président. Vous savez, les régimes s'identifient à la personnalité des chefs. C'est vrai que l'Algérie reste un pays dominé par les forces de sécurité, la force militaire, l'armée. On peut la comparer un petit peu à l'Égypte, ce qui n'est pas du tout le cas de la Tunisie. Mais malgré tout, ce Hirak ne restera pas un feu de paille. Ce qui a entraîné l'affaiblissement du Hirak, c'est le Covid. C'est la Covid, paraît-il, qu'il faut, d'après l'Académie française, il faut la conjuguer au féminin. Et donc, je pense que ça ne restera pas sans effet. Et là, puisque nous parlons de la dimension régionale, moi je voudrais vous dire une chose. Si on savait regarder l'histoire contemporaine du monde arabe tout entier, pas seulement le Maghreb, mais le monde arabe, avec de bonnes lunettes, on verrait que la permanence qui caractérise vraiment ce monde arabe, c'est précisément la permanence de la demande démocratique. Les tentatives de juguler ce flux démocratique qui traverse le monde arabe depuis 1964, depuis la première révolution soudanaise, jusqu'à la dernière révolution soudanaise, encore une fois le Soudan, qui a renversé par une révolution populaire le régime de Omar el-Béchir. Si on prenait le soin d'étudier l'histoire du monde arabe avec ces lunettes-là, avec ces lorgnettes, eh bien on s'apercevrait que la permanence du message révolutionnaire toujours renouvelé. Il y a eu la révolution en Soudan en 64, puis en 83, puis la révolte algérienne de 1988, puis les révolutions arabes de 2011, avec leur énorme impact sur la vie politique de la Syrie, du Yémen, de la Libye, qui ont tous vécu des moments démocratiques avec les congrès nationaux, les conférences nationales, les conférences du dialogue national en Libye, au Yémen,
Alors, bien entendu, nous avons des régimes qui maintiennent, comme en Syrie par exemple, qui maintiennent leur dictature. Nous avons des régimes qui se disloquent, mais non pas à cause de facteurs internes, mais à cause de facteurs justement internationaux et régionaux, et l'intervention des puissances étrangères, internationales, et des puissances étrangères régionales dans la vie, ce qui est le cas du Yémen, ce qui est le cas de la Libye. Et donc, moi, je pense que c'est ce que je vois, moi, c'est ce que je retiens. Je ne retiens pas les tentatives de tous les gouvernements possibles et imaginables de serrer la vis, de se maintenir au pouvoir, de nier les révolutions, de les combattre par le feu et par le sang. Je retiens que malgré ce feu et ce sang, la graine révolutionnaire est plantée, et la graine révolutionnaire démocratique est plantée, et qu'elle reverra constamment le jour dans les prochaines décennies. Et donc les prochaines décennies, pour raccrocher à ce que je disais au début, ce seront des années et des décennies qui seront certainement marquées par les crises, la poursuite des crises, par la répression, mais quand même par le maintien du souffle révolutionnaire. Merci Ayad Nachour d'avoir accepté notre merci invitation. Beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Je rappelle donc votre ouvrage. Vous avez écrit énormément d'ouvrages, mais sur d'autres sujets. Alors sur l'ouvrage, je vais les présenter moi-même. Tunisie, une révolution en pays d'islam est un ouvrage qui a été édité par Cérès Éditions en 1917 et qui a fait l'objet d'une deuxième édition tunisienne en 2018. Alors cet ouvrage a été traduit en arabe par notre ami Fathi Belhadj Yahya, très belle traduction, mais il a fait l'objet également d'une édition européenne qui a été éditée, comme vous le voyez, par Labor et Fides, mais c'est une autre version. Ce n'est pas la même, l'essentiel est pris au texte qui a été publié par Cérès Éditions, mais c'est un nouveau texte. C'est un texte qui a été expurgé de certaines questions qui sont tuniso-tunisiennes et qui n'intéressent pas tellement les non-tunisiens, mais auxquels j'ai ajouté aussi des éléments qui n'existaient pas dans l'édition tunisienne. Par conséquent, ce sont deux ouvrages en fait, ce n'est pas tout à fait le même ouvrage, c'est le même titre, Tunisie, une révolution en pays d'islam, mais en vérité, ce n'est pas tout à fait le même ouvrage. Très bien, c'est Ayad Nachour, merci beaucoup, et à une très prochaine fois, j'espère, sur les ondes de Radio M. Je l'espère également, merci.